Retour donc sur ce plateau pour la deuxième mi-temps, la deuxième partie du Monde en 7. Nous évoquons le G5 Sahel, la force Barkhane qui aujourd'hui est appelée à se renforcer. Ouais. Et c'est vrai que c'est à l'initiative d'Emmanuel Macron, le président français, que les 5 présidents du G5 Sahel se sont rencontrés avec lui. Mais aujourd'hui, ces 5 présidents plaident pour un renforcement de la force Barkhane dans le G5 Sahel. Il a été irrité par les critiques du peuple sur la présence de la France. Mais comme nous avons dit, cette interdépendance-là est nécessaire. C'est la seule manière parce que les Américains, eux, ils ont été échaudés par Restore Hope en Somalie et ils ne veulent plus trop s'engager sur ces terrains-là. Mais je pense qu'ils aideront quand même, ne fût-ce que sur le plan logistique et sur le plan des renseignements. Mais moi, ce qui me chagrine, c'est que ce que la France et les Européens font, l'Union africaine aurait pu le faire. À 54 États quand même, nous pouvions nous cotiser pour avoir une armée d'intervention rapide qui puisse tirer les États membres d'affaires. C'est vrai que avec il y a eu les Comores. Avec un nouveau cadre qui est proposé aujourd'hui, 4 piliers dont la formation des forces armées et un pilier également qui porte sur la stratégie militaire à pouvoir adopter. Oui, absolument, il faut former. Il faut former, mais est-ce que l'urgence est de former? L'urgence, c'est de contenir d'abord l'avancée des terroristes. Vous savez, moi, je suis tellement peiné parce que maintenant, à un rythme hebdomadaire, j'ai dit, il n'y a pas une seule semaine où on n'entend pas. Même ce matin, il y a eu cette attaque. Mais il y a eu 5 encore. Comme vous l'avez dit, mais je me dis, mais qu'est-ce que nous, l'Union africaine, nous faisons? C'est en cela que moi, je vais revenir à nos amis qui crient souvent au panafricanisme dans ce contexte. Mais vous savez, le siège de l'Union africaine a été construit avec un fonds par les Chinois. Aujourd'hui, plus de 70% des dépenses de l'Union africaine sont financées par l'Union européenne, l'Allemagne et puis l'USAID. Ça veut dire que nous ne soutenons pas même les initiatives que nous appelons africaines. Et nous sommes là à vouloir parler de ces... Mais c'est pas faute de moyens, c'est pas faute de moyens. Non, vous êtes sûr, c'est pas faute de moyens, c'est pas faute de quoi alors? Pas mauvaise volonté? Non, dites-moi. Les économistes disent pas mauvaise affectation. Mauvaise allocation des ressources. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que nous avons réellement besoin de cette assistance-là. Ça c'est primordial. Et il faut se mettre dans notre ADN. Dire le contraire, c'est créer, n'est-ce pas, un terreau propice à l'expansion du terrorisme. Vous savez, aujourd'hui, vous entendez, quand ça commence, ça fait rire premièrement, vous dites, ah voilà, vous êtes au pouvoir, vous ne faites rien. Voici la preuve que celui qui est... Mais quand ça avance, ça continue, mais ça prend tout le pays. Vous-même, vous ne pouvez plus exercer vos activités. Mais ce qui a commencé par un rire sarcastique de votre part devient, n'est-ce pas, de la tristesse, parfois du deuil de votre côté. Donc c'est un phénomène à prendre au sérieux et non sur le plan émotionnel. Il faut maintenant, comme il a dit, former les gens, équiper les gens en termes de logistique pour faire face réellement à la montée djihadiste. Mais encore une fois, des questions me viennent toujours. Comment 5 pays organisés, des armées structurées, n'arrivent pas à faire face à des individus qui, de manière sporadique, attaquent tout un camp? Ça veut dire que c'est posé. Ça veut dire que c'est vers la frontière du Mali. Qui se déplacent avec des motos. Le Mali ne bouge pas pour les contenir. Qui se déplacent avec des motos. Et qui attaquent un camp où il y a des blindés, dépôts de munitions, etc. Mirador et tout. Mais il y a quelque chose que moi je n'arrive jamais à comprendre dans cette affaire. Peut-être que notre ami qui est expert sur la question et qui sort des idées intéressantes. Alors, je crois que
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, hein? Bon, en réalité, je pense que les questions des attaques djihadistes attirent vraiment notre attention là-dessus. L'agglutination des systèmes, les dispositifs que nous avons dans le Sahel aujourd'hui, quand on parle de la force Herbal, la force Barkhane, la force Ndir et consorts, tout ça là, qui sont là, mais jusqu'à ce jour, la population n'escompte pas les résultats tangibles des mesures sécuritaires. Ça pose un problème. Avec une force française en hauteur de 4500 éléments. Et aujourd'hui, on annonce 220 supplémentaires. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Si l'Africain lui-même ne se donne pas les moyens d'assurer la sécurité de sa population. Il y avait déjà 4500 qui étaient déjà présents. Je crois qu'à un moment donné, il y a les drones des États-Unis qui ont survolé le Nigeria. Mais néanmoins, il n'a pas empêché que les djihadistes continuent à frapper. Ça voudrait dire que nos systèmes sécuritaires ou bien nos systèmes de renseignement sont déficitaires. Et là, nous devons demander beaucoup plus. Qu'on demande, qu'on nous donne des moyens pour agir, peut-être demander qu'il y ait un transfert de compétences, un transfert de technologie militaire, ou bien de logistique, ou bien des formations de nos éléments qui nous permettraient nous-mêmes d'être à la hauteur. Sinon, c'est 13 milliards, c'est très aberrant de constater que des groupuscules de personnes arrivent à défier même les armées nationales. C'est terrible. Alors, on va quitter ce sujet et parler de l'autre sujet également qui force notre attention dans ce numéro du Monde en 7. Le troisième et avant-dernier sujet d'ailleurs qui nous intéresse, c'est la situation tendue en début de semaine en Guinée où les populations sont sorties en début de semaine à l'appel du FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution. Plusieurs sources font état de 2 personnes tuées, mais les autorités reconnaissent qu'un seul décès. La tension serait-elle à son comble en Guinée? Bon, on peut le dire ainsi, mais aussi, il faut aussi comprendre quelque chose qui est difficile parfois à appréhender. C'est cet éternel débat sur la modification de la Constitution. Oui. Parce que vous avez d'un côté les principes du droit, le principe de non-rétroactivité qui existe et qui, quand ce n'est pas précisé au sein de la Constitution, mais ça laisse un boulevard. C'est difficile aujourd'hui de concevoir qu'un chef d'État qui a fait le nombre de mandats qui lui revient de droit, qui est prévu par la limitation des mandats de la Constitution, arrive au terme de son mandat et quelques mois à l'avance, il fait modifier la Constitution et se prévaut de la non-rétroactivité de la loi pour mettre les compteurs à zéro. Bon, sur le plan humain, c'est compréhensible cette exaspération des populations. Mais sur le plan légal, mais on ne peut que dire que c'est comme ça que ça se passe. Dès lors qu'il y a modification de la Constitution, bon voilà, à moins que des dispositions transitoires nous disent non, les mandats passés sont acquis ou bien ne sont pas acquis. Donc il faut comprendre aussi que les députés sont dans leur rôle. À chaque fois que les conditions dans lesquelles la loi doit être modifiée est respectée, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Donc c'est là, on va encore revenir au problème d'éducation. Lorsque vous votez des gens pour être députés, il faut savoir le pouvoir que vous leur donnez. Oui. Si vous les élisez des gens de mauvaise foi, ne vous étonnez pas, voilà, qu'ils essaient de vous rouler, parce que vous avez élu des gens qui font des choses qui sont légalement légitimes à faire. Donc c'est un éternel débat. Il ne faudrait pas aussi que comment dit-on, les politiciens essaient de jouer sur cette fibre-là pour créer des climats sociaux invivables aux populations. Je crois que dans ce genre de situation, il faut plutôt avoir une posture républicaine. Républicaine, ça veut dire quoi? Faire échec à votre adversaire avec tous les moyens légaux qui existent dans le respect de la stabilité et de la paix dans le pays. Et justement, en parlant de moyens légaux, les manifestations en font partie. Et justement, ces manifestations qui viennent de déboucher sur des affrontements et des pertes de vies humaines. Parce que, bon,
ça c'est l'aspect coût social comment est-ce qu'on peut dire ça, de l'opposition. C'est un coût social dur à payer parce que si nous prenons le cas de la Guinée, ce que Dadis Camara a fait n'a pas encore été jugé. Et on ajoute des Maccabées au Maccabée de Dadis Camara. Et quand on prend le profil de celui qui est au pouvoir, qui a été opposant, qui a été en prison, qui a fait de la politique pendant très longtemps, on n'y comprend plus rien. Et nous qui n'avons pas les moyens que la politique fournit, je veux parler de l'émolument mensuel du chef de l'État, sa caisse noire, sa prime de départ, sa prime d'arrivée, et tout ça là, mais on se dit que c'est des gens insatiables. Parce que finir 2 mandats et ne pas partir de soi-même avec... en tout cas, pour le moment, il n'a pas encore affiché. Oui, c'est vrai qu'on lui colle cette étiquette. Du coup de chapeau du prestidigitateur, ça c'est connu. Nous sommes habitués à la chose. Mais... Nous, Togolais, ou bien nous, Africains? Oh, je dis nous, Togolais. Parce que, vous êtes contre, peut-être? Non, moi, j'ai une question que je pose. À moins de 24 heures ou 26 heures, on peut donner le verdict au dernier moment. Je trouve que c'est dommage parce que cette débauche d'énergie, on aurait pu la faire dans l'agriculture, l'éducation ou la santé. Le pays se porterait mieux. Mais s'énerver comme ça, tuer les gens, leur balancer des grenades lacrymogènes juste pour quelques mandats de plus, vraiment, c'est désolant. Et l'opposition qui continue toujours de mettre la pression dans la rue et qui a dit qu'elle stopperait, sinon, ce processus électoral avec tous les moyens. Bien sûr, il ne faut pas céder au syndrome de la modification des constitutions à s'imposer aux populations. Il faut que cette opposition, pas vraiment à l'image de l'opposition togolaise, mais je le crois, une opposition soudée, solidaire, unanime, qui ne servira pas de béquille forcément, ou bien qui ne se fera pas diviser à un moment donné et qui pourra faire front pour que ça soit cas de jurisprudence en Afrique naturellement. Donc vous pensez que l'opposition pourra obtenir l'annulation de ce processus électoral? Ah oui, si ils ont eu à mener une action d'éducation en profondeur de la population qui a compris l'enjeu et qui sait aujourd'hui que l'avenir de la Guinée, au regard de tout ce que la Guinée a connu, sur Dadis Camara, sur d'autres personnes, ou bien s'ils vont à l'école d'autres pays encore en Afrique, ils sauront quand même choisir, faire le bon choix afin de faire barrière à l'évolution de ce syndrome sur le territoire guinéen. Vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on ne quitte le sujet définitivement? Moi, je me réjouis quand même que nous avons quand même pu résoudre cette question de manière définitive au Togo. On va venir au Togo tout à l'heure. Parce que oui, laissez-moi faire l'introduction. Je vais voler la vedette. Parce qu'au moins au Togo, je crois que c'est l'article 58, si je ne me trompe pas, au moins maintenant, on sait que la limitation des mandats ne peut être modifiée que par référendum. C'est-à-dire que des députés réunis ne peuvent plus le faire. Donc, je voulais dire que c'est un exemple quand même qu'on a aujourd'hui. Alors, après les soubresauts, ça veut dire que bon, sur ce sujet, nous on est sorti quand même. Alors, puisque vous avez fait l'introduction, je vais faire la transition, moi. On termine justement avec le Togo où 7 candidats dont le président sortant sont en lice pour l'élection présidentielle de février prochain. Les dossiers des 7 candidats retenus et jugés conformes à la Constitution et au code électoral, bien sûr, par la haute juridiction sont ceux de Jean-Pierre Fabre, je les cite, de Tiabouré Gogué, de Messan Agbeyomi Kodjo, de Georges William Asiongbon Kwessan, de Mohamed Tiassona Traoré, de Komi Wolu et enfin de Fornia Singbe, le président sortant. Désormais, le peuple togolais et même les candidats d'ailleurs sont fixés. Oui, je crois que c'est de bonne guerre. Mais le tendon d'Achille ne se trouve pas là.
À mon avis, le tendon d'Achille se trouve dans la transparence du jeu électoral, parce que candidat pour candidat, nous les connaissons. Mais est-ce que la demande de donner les résultats bureau de vote par bureau de vote sera acceptée? Est-ce que le fait que la CENI soit conforme à nos propres lois va faire le travail convenablement? On dit toujours que les dépouillements se font portes et fenêtres ouvertes. Mais de temps en temps, nous avons écho d'évacuation des écoles où on a voté. Moi, c'est ça qui me préoccupe le plus, le nombre de candidats. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Et le processus électoral se fait imperturbable. Parce que vous parlez tantôt de ces irrégularités. Oui, mais le processus se fait imperturbable. C'est récurrent parce que même dans les élections locales, il y a eu des dysfonctionnements. Si, après plus de 50 ans des indépendances, on en est là, je ne peux que regretter. Vous craignez donc des élections? Oui, des élections non contestables. Il y en a qui en font. Il faudrait que nous prenions exemple sur eux. Mais 7 candidats, 10 ou 15, pour moi, le problème n'est pas là. C'est mon point de vue personnel. Donc, des élections sont grands enjeux? Oui, bien sûr. Bien sûr, les élections sont grands enjeux. D'abord, l'aspect transparence n'est pas encore réuni pour ces élections parce que pour les critères de réception des dossiers de candidature, déjà, ça pose des problèmes. Et je vous l'annonce, moi, j'étais candidat à ces élections. Mon dossier a été réclamé, franchement, juste parce qu'on me dit, j'arrive tout de suite, on me dit, mon dossier n'est pas complet. Pourquoi vous n'avez pas le respecté de versement de la caution? Comment vous étiez allé le dernier jour, j'imagine. Le dernier jour, mais comment l'ont-ils su que je n'ai pas versé ma caution? Donc ça veut dire que c'était décidé déjà pour arrêter ce dossier qui ne doit pas être enrôlé naturellement. Vous savez, j'ai demandé à savoir, est-ce que je peux voir le récépissé de versement des autres candidats dont les dossiers sont retenus pour voir date et heure de versement des cautions? On m'a dit non. J'ai eu une réunion avec le membre du bureau de la CENI. On a vu, on a fait des recours, mais il n'y a pas eu de suite. Donc, je dis, la transparence a manqué. La transparence voudrait qu'on reçoive... Donc, vous pensez qu'il y a un complot qui a été orchestré contre votre personne? Je ne dis pas, mais si vous me passez le mot, je l'affirme. Alors, moi, je pose la question. Puisque, vous savez, si on veut jouer sur la transparence, il faut recevoir n'importe quel dossier. Et les candidats qui ont déposé leur dossier reviennent. On prend dossier par dossier, on sort pièce par pièce et les gens vérifient. Et les gens vérifient avant la transmission du dossier au ministère vers la Cour constitutionnelle. Je crois qu'il y a un achoppement à ce niveau. Et aujourd'hui, on a encore recalé des candidatures. Je crois quand même que... Pour non-conformité. Oh bon, laissons tout ça là, c'est les apologies de non et de mots qu'on sort. Vous savez, je crois que au terme de ces élections, de ce processus, s'il doit y en avoir élection, je le dis, s'il doit y en avoir élection, celui qui sera élu serait déjà un président mal élu et qui ne pourra pas gouverner les Togolais. D'abord, il y a une grande frange des Togolais qui ne se sont pas fait enregistrer pour déception des faits politiques. Et ceux qui l'ont fait, déjà pour avoir recalé des candidatures, vont se résigner et n'iront pas encore voter. Déjà pour les gens qui sont des électeurs aujourd'hui, qui détiennent la carte, qui ne vont même pas voter, je crois quand même que le président qui sera élu par rapport au suffrage qui va rassembler... En gros, il y a un faible taux de participation qui est pressenti. Je présente ça déjà. Non, je le dis franchement, parce que si nous avons conscience et nous savons que le Togo vient de très loin, nous avons travaillé, et tel qu'on le souligne déjà, nous devons régler le problème. On a réglé un certain problème et régler le problème politique pour ne plus s'enfoncer dans les crises. Il va falloir arrêter ce processus et relancer. Alors, comment
Monsieur Kondo également. Ils reprochent tous deux à ce processus électoral des manques de transparence ou encore des défaillances. Je dirais d'abord que j'ai l'honneur d'avoir à côté de moi un potentiel candidat aux élections présidentielles. Mais j'ai envie de lui poser une question qui est très sérieuse. Oui. Il a tenu quand même des propos relatifs à des faits qui sont graves. Il dit qu'il a voulu déposer sa candidature et que la CENI a refusé d'enrôler. J'aimerais lui demander quelles sont les diligences qu'il a faites suite à ce... Des recours, vous voulez dire? Parce que, vous savez, ce n'est pas de lui que j'ai entendu ça. La presse en a parlé. Oui, mais vous savez, le code électoral est clair sur la question. Quand la CENI refuse d'enrôler votre candidature, vous saisissez instantanément la Cour constitutionnelle. Vous l'avez fait? Je crois qu'il... Donc vous savez, moi je pense qu'il faut faire un travail pédagogique. La loi existe, il faut qu'on donne la chance à la loi d'aboutir. Je le mets au défi de me dire s'il a eu à saisir la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle s'auto-saisisse et lui explique s'il était fondé en droit ou pas. Donc, vous savez, c'est facile de jeter le discrédit sur nos institutions, mais excusez-moi, à chaque fois que vous vous sentez victime ou bien lésé dans vos droits et que la loi prévoit des voies de recours pour qu'on vous restaure dans vos droits, vous ne les épuisez pas. Moi, ces propos-là, je ne les accepte pas. Permettez que je dise à mon frère, je ne me présente pas en victime. Donc, ne l'exposez pas. Non, attendez, nous sommes dans un processus. Vous étiez arrivé quand même au dernier instant. Nous sommes dans un processus. L'étape primaire de la réception des dossiers, c'est au niveau de la CENI. C'est vrai que le lendemain, j'ai adressé un recours. C'est vrai que j'ai constitutionnelle. Après le délai. Le temps de discuter avec le bureau de la CENI et consorts il était déjà 23h, j'imagine. Il était déjà presque minuit. Vous êtes arrivé dans les derniers instants alors? Non, on était déjà, tout ça là se passait à partir de 22h. Je vous dis que l'article 52, vous savez, l'article 152. Vous savez, ce qui fait jurisprudence, c'est que pour tous les processus électoraux que nous avons connus, jusqu'à ce jour, on dépose les dossiers, vous avez 72 heures pour verser la caution et compléter le récépissé pour que vous ayez le quitus définitif. Est-ce que vous voyez un peu? Donc nous sommes dans ce schéma. Et je crois quand même que pour beaucoup de choses, j'ai écrit et j'ai relancé la CENI sur un certain nombre de choses. Les voies de recours, ce n'est plus à la CENI. C'est à la Cour constitutionnelle. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas faire un agent de la CENI. Non, je suis désolé. Quand la CENI refuse de vous enrôler, vous n'écrivez plus à la CENI. Mon frère, ce que j'explique, je ne suis pas d'accord. Alors, et si on les laissait terminer d'abord? Parce que c'est des propos assez graves. Le monsieur, il dit qu'on n'a pas enrôlé sa candidature. Le monsieur, il a dit qu'on l'a dit 152. Alors, et si on le laissait aller au terme de ses propos? Alors, on va le laisser. Je peux vous dire, je ne peux pas me calmer quand on dit des aberrations. Alors, je crois que... C'est où l'aberration? Et puis, sur cette affaire... Laissez-moi partager la parole. Alors, il va terminer d'abord, oui. Vous savez, nous avons une institution à qui nous devons beaucoup de gratitude pour les actions qu'il s'est dévoué à faire au niveau de l'organisation des élections. Vous voulez parler de la CENI? De la CENI. Lorsque, par exemple, vous savez qu'il y a un certain nombre de choses où les candidats, les acteurs qui viennent dans ce processus, et vous relancez parfois sur un certain nombre de choses. Et vous saviez vous-même que dans le déroulé du processus, vous aviez manqué de notifier un certain nombre d'éléments. Ce n'est pas en moins de 24 heures qu'il faut l'annoncer par voie. Vous voulez parler de quel événement? Le dernier communiqué qui demande aux candidats de payer leur caution avant de déposer le dossier. Ah, c'est pas arrivé à temps. C'est pas arrivé à temps. Ah bon. C'est pas arrivé à temps. C'est en moins de 24 heures. Et c'est ce qui vous a apporté un coup? Bien sûr. Bon. Quand on le signifie, il faut que les gens aient le de l'accepter. Donc là, vous avez le bénéfice du doute sur le délai qu'on vous a donné. Ah, bien sûr.
Alors, on ne va pas trop traîner sur votre candidature. C'est vrai que les dés sont déjà jetés. Oui, c'est vrai que c'est un honneur également de savoir qu'on est tous sur ce plateau avec un potentiel candidat à cette élection présidentielle de février prochain, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, le compte à rebours est donc lancé pour les prix campagne des candidats. 5 février, le 6. Le 6. Le 6, le 6. Oui, pour les campagnes effectives, mais pour les pré-campagnes. Oui, moi... L'occasion de nouer des alliances. Une question de curiosité. Son projet de société, avec quelle taille à peu près? Vous voulez parler de... Oui, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un candidat à portée de main. Parce que, d'abord, moi... La caution, je ne pouvais jamais l'avoir. Et ensuite, parce que si on avait retenu sa candidature, il devait être en train de fignoler son projet de société. Et il ne peut pas l'exposer ici, ce n'est pas la finalité. Mais nous espérons quand même que quand les propagande et tout ça seront terminés, pour cette fois-ci, la Cour des comptes va nous donner des résultats vérifiables. Parce que le code électoral met le plafond de la campagne à 500 millions. Oui. Et nous avons appris que des gens dépassent les 6-7 milliards. Et nous n'avons jamais entendu la Cour des comptes les réprimander. Ça, c'est des aspects personnels qui n'intéressent pas tout le monde. La propagande, c'est propagande. Mais... Et pourtant, ça devrait. Pourtant, ça devrait se faire. Bon, ils ont dit qu'ils mettent leurs résultats en ligne. Bon, maintenant, combien de Togolais peuvent aller vérifier les résultats de la Cour des comptes en ligne? Bon, ça, c'est des questions que moi, je me pose. À la suite de cela, il y a notre état de PPTE, pays pauvre très endetté. Et j'attends les propagandes électorales là-dessus également. Oui. Parce que quand vous avez des bails de 35 ans, des bails de 25 ans, et que votre mandat ne sera que de 10 ans, il faut réfléchir là-dessus en morale et politique. Et j'ai appris par hasard, en écoutant les Européens, qu'un pays très endetté ne peut jamais réduire la pauvreté. Donc moi, j'attends avec impatience cette campagne électorale-là pour voir si on tient compte de tous ces paramètres-là. Et c'est bien de demander mon vote, mais moi, j'ai des paramètres personnels à mettre en jeu avant d'aller voter. Alors, l'occasion, comme je l'ai dit tantôt, ou jamais de former des alliances. C'est vrai qu'il y a d'autres, certains candidats, enfin certains leaders politiques et des partis politiques qui se rangent derrière déjà des candidats à cette élection. Ce sera l'occasion pour l'opposition également d'éviter peut-être... ils ont encore le temps de pouvoir se rendre à ces élections en rang uniforme. Pour quelle raison? Pour faire face au président sortant. Vous savez, on ne va pas réinventer la routine qui existe déjà et la dynamique qui s'est engagée dans au moins 2 pays. Vous avez le Bénin, ils étaient 33 candidats. Oui. Vous avez vu M. Lionel Zinsou, le candidat du parti qui était au pouvoir, il était arrivé en tête. Mais cela, les candidats, c'est-à-dire le nombre de candidatures, y compris même le beau-frère de Yahi Boli, feu, comment dit-on, Marcel de Souza, lui-même il était candidat. Même, je crois, même le petit frère de Ajavon, M. Ajavon, lui-même il était candidat aussi. Donc, la multiplicité des candidatures n'est pas un frein quand il y a la possibilité d'aller au second tour. C'est ça. Donc, je ne comprends pas forcément pourquoi il faut
Nécessairement. Il faut nécessairement aller vers un duel. C'est vrai que cela a ses avantages. Mais moi, je ne fais qu'une analyse personnelle. Cela dit, moi, je ne suis pas candidat, je ne représente aucun parti politique. Liberté donc aux uns et aux autres d'adopter la stratégie qui leur semble la plus cohérente. Mais en tout état de cause, je pense qu'il faut, quand on se réclame de l'opposition, éviter cette campagne de dénigrement de l'un, de l'autre. Moi, je dis que quand j'observe ça, les opposants togolais ne seraient pas les premiers au monde à pouvoir le faire quand même. Mais je vous dis que je viens de vous donner un exemple. Le premier, c'est celui du Bénin. Dans ces circonstances-là, aux élections présidentielles passées au Bénin, je n'ai jamais vu, excusez-moi, un tel Abdoulaye Biotchane ou bien ils sont chargés à la communication, aller parler mal de Patrice Talon. Non, au contraire, ils se sont réunis spontanément. Ils sont mis d'accord sur un mémorandum. Un mémorandum qu'ils ont présenté à la presse, mais chacun a battu campagne. Mais aucun n'a invité ses militants à leur dire, bon, toi tu avais fait ci par temps. Mais excusez-moi, Patrice Talon, c'était qui? Patrice Talon, c'est celui qu'on appelle l'artisan du chaos, celui qui a permis à M. Ali Boni de gagner le premier tour sans aller au deuxième tour. Mais c'est lui qui a représenté l'opposition. Donc, si je dis cela, c'est de faire l'analogie par rapport à certaines choses qui se disent sur certains candidats au Togo. Je vais vous donner le deuxième exemple, c'est le cas du Sénégal. Vous avez vu la dynamique qui a porté Macky Sall au pouvoir. Dans un contexte où M. Abdoulaye Wade fait modifier la Constitution, voulait briguer un troisième mandat. Donc, aujourd'hui, si les gens, les uns et les autres, je parle surtout de l'opposition, sont décidés, ou bien sont dans une dynamique d'aller en rang dispersé, mais il ne faut pas qu'ils se tirent des balles dans le pied, parce que moi j'estime que ces genres d'attaques de personnes, de dénigrement, d'évocation du passé de l'un, ça ne sert pas à l'opposition. Je serai de l'autre côté que j'inciterai plutôt la population à aller voter, mais de choisir n'importe quel candidat de l'opposition. C'est de les inciter d'abord à aller voter, parce que nous avons vu le taux d'abstention, surtout en région maritime, lors des élections municipales passées. Je crois que notre opposition, elle doit être à un moment donné à la hauteur des enjeux et à la hauteur des ambitions de la population, si elle se veut cohérente. Elle manquera peut-être de maturité, selon vous? C'est vous qui le dites. Ah ben moi je pose la question. Moi j'ai dressé mon analyse, donc à chacun d'en tirer les conséquences qui en découleront. Et je ne suis pas moralisateur. On a l'impression qu'aujourd'hui on a une opposition plus affaiblie qu'il y a cela 5 ans. Oui, vous savez que lorsque nous sommes à un niveau, à une étape du processus, on a l'impression qu'il reste aujourd'hui ce qu'on peut appeler des gros morceaux de l'opposition. Et c'est cette opposition traditionnelle-là qui est face aujourd'hui aux candidats du parti au pouvoir. C'est ça. Maintenant, la chance a été donnée à cette opposition plus de 30 ans déjà pour aller vers l'hégémonie de l'action et voir comment renverser la tendance. Mais ils n'y sont jamais parvenus. Aujourd'hui, tous les voix ont été levées pour attirer leur attention une fois encore, mais ce n'était pas le cas. Mais on voit aujourd'hui des alignements qui se constituent. Oui. Mais ces gros morceaux, quand ils vont commencer par se manger, quelle sera la décision finale? C'est là que je me pose des couacs dans la tête. Parce que lorsqu'on a recalé des candidatures, les gens n'ont pas réagi. Lorsqu'on a même recalé encore tout dernièrement, il y a 2 jours, des candidatures, les gens n'ont pas réagi. Ça veut dire que laisser partir les sardinières pour que nous, les gros morceaux, nous discutions entre nous. Comment ça va se faire? Je suis annoncé le rejet, ils vont réagir. Je suis un peu gêné dans ma peau, puisque aujourd'hui, lorsque les choses, nous voulons aller aux élections, je me dis que les propos qui ont été avancés pour soutenir les candidatures, dites candidatures uniques de l'opposition, même si les gens rejettent, ne se retrouvent pas dans ces termes, je crois quand même qu'il est aujourd'hui lieu de
de dire un certain nombre de choses. Puisque lorsque nous sommes devenus trop chrétiens, et même un prélat nous soutient, va falloir que nous sachions que le Dieu qui est suprême, lorsqu'il veut bénir, il bénit toujours sur la tête d'une génération. Lorsqu'il veut faire des promesses, il fait les promesses sur la tête d'une génération. Et de même, lorsqu'il veut maudire, il maudit sur la tête d'une génération. Il faut que les gens aient le courage de laisser la chance à la génération d'aujourd'hui de trouver des solutions aux problèmes qui se posent à eux. Et donc d'arriver à la magistrature suprême pour décider et assurer le meilleur devenir de ce peuple. Donc vous pensez que la candidature de Monseigneur Fanoko Philippe Kwadwo, je ne conteste pas ce choix. Oui. Je ne conteste pas ce choix, mais je m'excuse comme le fait qu'on a éjecté tous les jeunes et tous ceux qui portent la candidature de la génération de cette masse de jeunes dehors pour ne laisser que... Vous vouliez jouer sur l'effet Macron. Ah oui, bien sûr, pourquoi pas. Non, parce que on pouvait espérer qu'avec Macron, d'autres jeunes émergeraient du lot. Mais là, on a pris les caciques et les poids lourds. Bon, on peut dire que sur le plan de l'histoire, il faut prendre ça pour cela. Nous, on est réalistes. Vous savez, en politique, tous les coups sont permis. Bien sûr. Je me rappelle d'un débat entre Mitterrand et Chirac. Quand Chirac lui a demandé quel était le prix du pain, il a dit « Je ne suis pas votre élève ». Parce que lui, il était juriste, l'autre était économiste. Bon, c'est la politique. Il avait fait pour le déstabiliser, mais il a bien répondu. Donc, je crois que, puisqu'on parle de génération, il faut que la jeune génération qui veut se lancer en politique sache que c'est un domaine de peau de banane où tous les coups sont permis. Insultes et dénigrements mis à part. Parce qu'il y a des ruses. Vous voyez ce qui arrive à notre ami Donald Trump, ce qu'il a fait pour amoindrir les candidatures, ça lui est revenu maintenant par la procédure de l'impeachment. C'est ça la politique. Donc, comme vous êtes jeune, moi je vous incite à prendre patience, à encaisser les coups, de telle sorte que dans 5 ans, vous soyez de 2025. Plus aguerri pour 2025. Alors déjà pour ces élections de 2020, vous voyez le président sortant, Faure Gnassingbé, passer? Si on veut jouer sur une jurisprudence d'élection nationale, oui. Mais si on veut jouer sur l'effet de surprise de l'histoire, non. Parce que avec ceux qui sont challengers, parler d'une victoire au premier tour, c'est une gageure. Alors, Jean-Pierre Fabre, qui est l'ancien chef de file de l'opposition, sinon l'ex, qui est en course, et je crois que serait peut-être le seul dans tout ce lot qui soit de poids lourd. Ça dépend. On nous a dit qu'on a recalé John Fitzgerald Kennedy juste pour une cravate la veille du vote. Donc, tant que les gens n'ont pas voté, on ne peut pas se prononcer. C'est l'être humain, il est versatile, il peut changer d'opinion pour un tout et pour un rien. Vous savez, si vous ne tournez pas 7 fois la langue, des fois, ça peut vous être préjudiciable. Alors, quand vous dites tout à l'heure que vous voyez en faible taux de participation à ces élections de février, à l'horizon déjà, c'est peut-être parce que les Togolais en ont marre de la politique, ou parce que l'opposition n'a pas su bien mener ces élections précédentes. En prenant l'engagement de participer à ces élections, je me suis livré à un exercice. Collecter les 2000 signatures exigées par la loi. Ça m'a permis de cibler les préfectures, les recoins de ces préfectures pour collecter ces signatures
nous nous sommes mis dans les mêmes conditions que la population vers qui nous devons aller, emprunter les mêmes voies, prendre les motos, marcher à pied, aller, etc., discuter avec eux, les convaincre. Je vous avoue que si les gens savent encore que cette année, il y aura élection, c'est parce que nous sommes allés vers eux. Et s'ils ont accepté nous donner leur signature comme parrainage, c'est parce qu'ils croient que nous serons dans la course. En tant que jeune. En tant que jeune. Peut-être les gens disent, on ne vous connaît pas. Mais ça dépend de ce que vous voulez vendre, là où vous voulez amener le pays. Quand vous exposez les esquisses de votre projet de société, les gens vous croient. Je crois que les partis politiques togolais, ont raté leur carte, ils n'ont pas joué leur rôle. Le rôle d'un parti politique est d'assurer l'éducation civique et électoraliste à la population. Je crois que nous étions dans le populisme d'une manière ou d'une autre en pensant que nous sommes des leaders, mais ils ne sont pas des leaders. Nous avions travaillé pendant longtemps, nous avons fait l'undergrounding avec les communautés, avec les populations aujourd'hui. Et je vous avoue, je peux vous prendre un à un, on va sillonner et les populations vous diront ce qu'ils ont à dire. Même jusqu'à ce jour, les chefs continuent par appeler pour demander. Maintenant que vous n'y allez pas, qu'est-ce que nous allons dire à nos populations? Vous voyez? Donc à ce jour, je vous avoue que beaucoup des Togolais sont désarmés. Ils sont désintéressés des faits politiques. Ils ne croient plus aux politiciens. Alors après maintenant, à la lueur vont les choses. Je sais que quand on considère l'alignement des gens derrière certains candidats qui, il y a de cela 5 ans, ont eu peut-être 10 ans, ont eu à peine 1% du suffrage exprimé. On a eu des gens qui sont allés les échéances passées, mais qui n'ont pas joué vraiment au rassembleur. Et pour qui, malgré leur passage et le quotidien qu'ils ont partagé ensemble, il n'a pas pu avoir des alignements derrière lui. Le schéma clair qui se présente avec les candidatures récalées qui inspire la jeunesse togolaise aujourd'hui, c'est ce que nous connaissons déjà, quoi. C'est-à-dire? Je ne vais pas lâcher le mot, mais devinez vous-même. Alors, après votre analyse, vous pensez qu'on aura un processus électoral libre, transparent et apaisé, surtout post-électoral? Cela ne va pas dépendre de mon opinion sur le sujet. Cela va dépendre de la responsabilité avec les acteurs, avec laquelle les acteurs prendront la parole quand ils seront sur le terrain. Et surtout avec la manière dont ils vont gérer les incidents potentiels qui éventuellement pourront survenir. Moi, j'ai toujours prêché l'épuisement de toutes les voies de recours prévues par la loi avant de se plaindre d'une situation. Moi, c'est ma ligne. Donc d'abord, il faut suffisamment connaître les tests, connaître ce qui vous revient de droit. Et déjà, sur ce plan, je me réjouis que la plupart des 7 candidats retenus par la Haute Commissionnelle ne soient pas des novices en la matière. Donc, nous avons connu des élections par le passé qui ont entraîné des violences, parfois des pertes de vie. Et donc, moi, mon souhait, en tant que citoyen responsable, c'est que ces élections se déroulent sans incident majeur, sans violence. Pour ce qui est de la transparence des élections, nous avons la CENI, nous avons des tests formidables. Donc il faudrait que les acteurs impliqués dans ce processus, au niveau de la CENI, au niveau au niveau des CENI, aussi bien dans les bureaux de vote, fassent leur travail dans le respect des lois. Nous avons l'un des codes électoraux les meilleurs de notre sous-région. Quand on veut l'appliquer, donc moi j'inciterai les acteurs à vraiment l'appliquer, à le mettre en œuvre. Et c'est ça qui va garantir la transparence des élections, c'est ça qui va garantir, le calme, la paix et la sérénité. Et en parlant justement d'acteurs impliqués, les grands absents comme notamment le parti de
Yaovi à Guibor, le CAR, le Comité d'action pour le renouveau, encore de Gilles Christ Olympio, le chef de file de l'opposition de l'Union des forces de changement, qui sont les grands absents en cette élection de février, pourront jouer également un rôle important dans ce processus, dans le cadre de l'apaisement. On peut vous rappeler le pacte d'alliance entre... Vous voulez parler de l'accord de 2010 entre l'UFC et le parti au pouvoir. Donc, c'est une absence présente, si on peut parler ainsi, parce que eux seuls savent pour quelles raisons ils ont fait ce pacte-là. Bon, donc, le seul absent de taille, c'est le CAR. Le CAR est un parti géré par un avocat. Et les avocats, ils aiment faire des slaloms juridiques avec les lois et les textes de loi. Ils reprochent également ce processus électoral, des défaillances. Oui, ils reprochent des tas de choses qui auraient dû être faits depuis fort longtemps, bien avant que la CEDEAO ne vienne nous enquiquiner, si on peut parler ainsi, si on est fâché. Bon, mais de toute façon, s'ils ont des raisons politiques claires à la suite de leur analyse pour ne pas y aller, c'est leur droit le plus absolu. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ils auront un rôle important à jouer, donner des consignes de vote ou encore appeler leurs militants. En général, tel que nous connaissons, vous n'aurez pas les consignes claires du CAR. Ça, c'est moi qui le dis. Ouais. Nous avons commencé ensemble en 1990, avant la création du CAR, qui avait une association dénommée le KTR. Donc, c'est ce que moi je dis. Oui, vous 30 secondes. Je pense que j'ai épluché un peu le code des partis politiques, la charte des partis politiques, pardon. J'ai vu, j'ai analysé, j'ai fait une analyse de loin. Oui, on va aller rapidement, puisque le temps nous talonne. Voilà, de tout. J'ai compris quand même qu'aujourd'hui, les partis politiques au Togo n'ont pas de base. Parce que s'il faut dire vrai, il y a certains même qui ne peuvent plus déposer leur candidature. Parce qu'on dit... Vous avez une base. Alors, vous savez, je suis candidat indépendant, je suis moi-même. Merci beaucoup. Alors, un dernier mot. Moi, je vais le voir tout à l'heure pour parler des 20 millions potentiels. On va se le partager. Alors, merci d'être passé dans le monde en 7. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous également. Merci mon frère. Et merci à vous. Merci pour l'invitation. Et voilà, et merci également à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur Niwa d'Info 1.